Bonsoir. Alors, je vous propose de vous présenter le travail de Jean-Christophe Bailly, non pas en faisant une présentation classique, universitaire et surtout pas solennelle de son œuvre. Jean-Christophe a publié près d'une quarantaine d'ouvrages sur des sujets ouverts mais qui se connectent les uns aux autres. Pas rentrer dans les détails parce que ça serait... Alors, le très jeune Bailly fait ses classes à proximité du mouvement surréaliste, finissant, pour rompre très vite avec celui-ci, mais quand même l'importance de Max Ernst, qu'il a croisé, sur lequel il a d'ailleurs écrit avec Alexis Bach, voire même de Michel Leiris, même si Leiris n'est pas un surréaliste, etc. Mais bon. Il est l'auteur d'une anthologie en 1976, La légende dispersée, qui contribuera à faire redécouvrir le romantisme allemand, dont il reste encore proche. Là aussi, c'est une question très importante. On parlera peut-être de Friedrich tout à l'heure, du grand artiste paysagiste, peintre romantique allemand. C'est à ce moment-là qu'il travaille de manière de plus en plus assidue avec deux de ses amis, les philosophes Lacula Barthes et Jean-Luc Nancy, qui restent à ce jour des interlocuteurs privilégiés. Tout au moins l'œuvre, puisque Philippe Lacula Barthes est malheureusement décédé. Jean-Christophe a publié entre 22 et 23 essais, j'ai dit 22, 23 parce que j'ai compté, mais j'avais peur de me tromper. 6 et 7 récits, dont le dépaysement Voyage en France, au Seuil en 2011, 6 à 7 livres de poèmes, dont ce magnifique poème qui a un titre qu'il faut savoir entendre quand on est lecteur de Jean-Christophe. Le titre de ce poème est « Basse continue ». Je pense que c'est quelque chose de très important, même, je pense, cette basse continue comme un écho du paysage, on verra tout à l'heure. Auteur de théâtre, pièces de théâtre qui sont montées dès 1983, c'est le cas des Céphéides, jouées dans la grande cour du Palais des Papes, et mis en scène par Georges Lavaudan. Il collabore avec son ami le peintre, décorateur de théâtre et intellectuel Gilles Ayot, à la création d'une pièce coécrite avec celui-ci, la Bédécima Strada. Il écrit de très nombreuses préfaces. Je noterai plus particulièrement la préface écrite en 1974, puis réécrite en 1985, d'un livre très important pour lui de Buckner, qui s'appelle Lens. L'importance primordiale dans son initiation à lui-même, l'initiation, je parle du livre Lens de Buckner, à son œuvre, voire une initiation au paysage. Enfin, il était directeur de 3 revues, la revue Fin de siècle, la revue Aléa, revue intellectuelle de tout premier plan, avec de nombreuses et prestigieuses collaborations, notamment Jean-Luc Nancy et Maurice Blanchot. Rajoutons ici, et c'est fondamental, le fait que Jean-Christophe Bailly a été directeur des cahiers de l'école de Blois, revue de l'École nationale supérieure du paysage, école située à Blois, où Jean-Christophe a enseigné pendant un certain nombre d'années, une bonne quinzaine d'années, je crois. Concernant les œuvres qu'il a consacrées aux artistes, je m'arrêterai ici, là, vous comprendrez plus précisément pourquoi tout à l'heure, au livre de Gilles Ayot, qui s'appelle D'après nature, et un texte sur le photographe récemment disparu, Thibaut Cuisset, Campagne japonaise. Même si j'ai un peu de difficulté, j'ai eu des problèmes à trouver des reproductions d'images de Thibaut. On va voir comment on va faire, j'ai fait des photocopies, on verra tout à l'heure si je vous les distribue, pour que vous puissiez voir ces fameuses photographies de ce magnifique photographe qui s'appelle Thibaut Cuisset. Voilà, nous allons de toute façon rentrer dans les détails de l'œuvre, puisque j'ai essayé de faire résonner l'inscription du paysage dans l'œuvre de Jean-Christophe. Et pour ça, j'ai procédé en mettant un cadre structurel d'une douzaine de questions, dont certaines seront soutenues, je ne veux pas dire illustrées, par des reproductions de peinture, voire ces petites photocopies que je vous ferai parvenir. Je tiens à vous dire que j'ai vu les images tout à l'heure, il y a 5 images de reproduction, il y en a une qui n'est pas terrible. Bon, je tiens à vous le dire quand même. Mais vous allez quand même reconnaître qui c'est, etc. Ça nous laissera évidemment le temps, après, de discuter avec Jean-Christophe, pour que vous puissiez lui poser les questions que vous voulez. Alors, chers camarades, la première question. Dans ta relation au paysage, qui s'offre de façon diverse, alors, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas son œuvre, c'est toujours compliqué pour moi de savoir. Bon. Dans ta relation au paysage qui s'offre de façon diverse, divers paysages, diverses expériences, il y a des notions philosophiques qui sont au cœur de ton œuvre, de ta réflexion, et qui dépassent le paysage lui-même.
puisqu'il est question ici du paysage, je vais énoncer ces concepts qui te sont chers. La question du bord, la question du seuil, la question de l'ouvert avec un grand O et un petit O, qui a suscité, je sais, un débat avec ton ami Jean-Luc, Nancy. La question du chlore et du déchlore, sachant qu'il y a dans l'histoire des enclos, aussi dans certains paysages, évidemment, il y a des enclos, et ça pose la question, évidemment, d'entrée du politique. Alors, cher Jean-Christophe, peux-tu me dire quelque chose sur cette histoire? C'est assez rigolo parce que c'est assez compliqué, en fait, comme exercice. D'abord, le lieu, très inattendu pour moi, même si je parle dans des tas d'endroits, l'heure, qui n'est pas l'heure idéale pour se lancer dans des conversations plus ou moins philosophiques, tout moins que plus. Je n'ai pas l'intention d'être professoral, j'espère ne pas l'avoir été même quand j'étais professeur. Et donc, en effet, c'est très... Je pense qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont lu de mes livres, d'autres pas du tout, etc. Donc, déjà, il se trouve que... Je vais faire une toute petite introduction, comme ça. Donc, il se trouve que je m'intéresse au paysage, je pense, depuis toujours, comme tout le monde depuis l'enfance, puisque quand on est enfant, on regarde, c'est la première chose qu'on fait, et en général on s'étonne, et puis on se questionne, etc. Et disons que peut-être il y a, alors moi je ne m'explique pas et je n'explique pas les autres par des faits biographiques, mais il se trouve que mon père était, quand j'étais petit, entrepreneur, il avait une entreprise de carrelage, c'était l'après-guerre et tout ça. Et bon, il s'était créé une relation telle qu'il m'emmenait sur les chantiers, et j'adorais ça. Voilà, j'adorais aller sur les chantiers, et donc ça m'a accoutumé, je pense, à des tas de choses, c'est-à-dire à regarder regarder les choses telles que... Après, c'est évidemment pas des choses qu'on enregistre quand on est enfant. Elles s'enregistrent toutes seules. On n'est pas là à prendre des notes en vue de je ne sais quoi, mais ça s'enregistre comme ça. Et je pense que ça m'a accoutumé au fait que c'est toujours changeant, quoi, que tout ce qu'on voit peut devenir. Et aussi, ça m'a accoutumé à l'importance de la matière, du matériau, le ciment, les odeurs, comme on sait, pourquoi on ne peut pas carreler quand il gèle, enfin tout ça. Donc une immédiateté, disons, de la nature, au fond, qui n'est pas celle à laquelle on est normalement confronté quand on est un petit citadin. Voilà. Et disons que, aussi, pour moi, les séjours à la campagne que je faisais chez mes grands-parents, etc., ont compté énormément, voilà, pour développer cette sensibilité au paysage, qu'après, bon, avec les voyages et tout ça, je peux raconter ma vie. Voilà. Mais, et donc, un ensemble de choses a fait que, entre les écrivains, on n'est pas très nombreux à s'intéresser à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage. Voilà. Et donc, je suis l'un de ceux-là, et ça m'a conduit, quand j'ai perdu le travail que je faisais dans l'édition, où je m'occupais plutôt de livres d'art et d'architecture, ça m'a conduit à enseigner pendant 18 ans à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, qui était un très très beau projet avec une utopie, etc., qui a été un peu mise aux normes aujourd'hui, mais enfin je n'y enseigne plus de toute façon. Et voilà, donc ça m'a... Et j'ajouterais aussi que là, ce que ça m'a donné, c'est d'enseigner dans cette école, outre le fait de l'enseignement lui-même, c'était... on accompagnait les étudiants dans leurs travaux de fin d'études. Pas tous, mais chacun des professeurs, disons, dans l'école, accompagnait 2 à 3 à 4 diplômes. C'est comme dans une école d'architecture. Les étudiants doivent traiter d'un véritable problème, éviter les incendies dans telle forêt, aménager telle entrée de ville, lutter contre lutter contre la tradition de réaction aux inondations en essayant de trouver une autre solution. Plein de choses comme ça. Et ce qui avait pour moi de très agréable, c'était que ça n'avait de sens d'aider l'étudiant dans la constitution de son travail de fin d'études qu'en allant sur le site et en discutant avec lui des hypothèses qu'il avait, etc. Et donc ça m'a permis de regarder le paysage un peu autrement. Pas du tout comme un technicien, j'ai aucune prétention à avoir un rapport technique au paysage, mais disons à le regarder quand même comme un ensemble de problèmes à traiter, comme un ensemble de questions
qui se pose à tout moment et à tout coin. Donc, ce qui corrige un petit peu l'approche plutôt, disons, théorique, entre guillemets, que je pouvais avoir, sachant que cette approche théorique, de toute façon, moi, je suis incapable de la détacher de l'expérience la plus quotidienne, c'est-à-dire celle du contact avec les choses. Et je ne me souviens pas d'avoir écrit sur des lieux où je ne suis pas allé, par exemple, et ainsi de suite. Donc, et puis, ajouterai aussi que la relation que j'ai au paysage, elle transite aussi beaucoup par les images qui en sont données, que ce soit les peintures, qui ont été les images qui ont les seules à exister pendant très longtemps, peinture et dessin, disons, puis évidemment les photographies, et dans une autre mesure, dans une certaine mesure, mais dont je m'occupe moins en fait, qui sont les images mobiles, les images de cinéma. Voilà. Et donc le cours que je donnais à Blois s'appelait « Histoire de la formation du paysage et de ses représentations ». Voilà. Comment, en gros, comment on en est arrivé là. Et là, c'est-à-dire, si je sors de Goutelat, qu'est-ce que je vois? Si je sors de tel endroit de banlieue, qu'est-ce que je vois? Si je sors d'un relais dans le désert, qu'est-ce que je vois? Et comment c'est devenu ce que c'est et qu'est-ce que c'est en train de devenir. Donc, si on peut dire, ça délimite une relation au paysage qui, de toute façon, est quand même toujours une relation qui commence par l'expérience sensitive que l'on a. Et quand je dis sensitive, c'est évidemment, vous le savez bien, le paysage est avant tout régi par la vue. Hein. Le rapport qu'on a au paysage, plus exactement, est avant tout régi par le sens du regard, mais pas du tout exclusivement. D'une part, lorsqu'on regarde un paysage, on est devant un paysage, mais aussi on est dans le paysage. Et récemment, d'ailleurs, il y a un très grand photographe américain, Lewis Bolt, il s'appelle, qui est un de ceux qui a renouvelé la photographie contemporaine récente, en commençant à photographier des choses que les gens ne photographiaient pas, même ne regardaient pas. Et il disait aux autres photographes, dès que vous êtes sûr que vous avez un sujet, retournez-vous immédiatement et regardez ce qu'il y a derrière vous. Et au-delà de l'aspect polémique que peut avoir sa remarque, elle est juste. Quand on est dans un paysage, et on a tendance à plutôt monter sur la montagne. Tout à l'heure, Philippe a eu la gentillesse de m'emmener au château au-dessus le château de Couzan. Évidemment, spontanément, on a ce rapport au paysage de le regarder comme un panorama. Mais en fait, à chaque fois, où qu'on soit, on est toujours entouré. Et puis, il y a les autres aspects du paysage que ceux qui viennent aux yeux. Il y a les aspects sonores qui sont extrêmement importants, avec tout ce qu'on pourrait développer. J'avais été très intéressé en collaborant à la revue de l'école de Versailles qui s'appelle les carnets du paysage. Ils avaient fait un numéro sur la musique et paysage, ça m'avait beaucoup intéressé de réfléchir là-dessus. Bon, évidemment, il y a le mot harmonie qui vient, mais il n'est pas seul, enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. Et puis, évidemment, il y a tous les autres sens, l'odorat, qui est très, très important dans le rapport qu'on peut avoir au paysage, le goût, évidemment, mais là, ça serait tout ce qui transite par, évidemment, le rapport que les hommes ont comme prédateurs, agriculteurs, consommateurs, gastronomes, enfin tout ça. Et puis, très important aussi, je crois, le toucher. Le toucher, c'est-à-dire justement les matières, les choses, les textures, même quand on ne touche pas aux choses, bon, on ne touche pas tout le temps tout, mais c'est un sens qui est extrêmement important. Et je crois que les sens, d'une certaine manière, collaborent entre eux. Après, pour revenir venir à ta question sur c'est pas vraiment des concepts, c'est des mots qui permettent de cadrer l'approche. Le mot le plus important de ceux que tu as retenu, enfin, ils sont tous importants, mais le seuil, en effet, c'est pas du tout parce qu'un certain nombre de mes livres sont publiés aux éditions du même nom, mais la notion de seuil, elle est pour moi très très importante. Et je l'ai développée surtout à propos des animaux, puisque bon, pour moi, les animaux font partie du paysage, sont dans le paysage, justement, souvent cachés dans le paysage, mais ils habitent le paysage autrement que nous, et la manière dont ils habitent autrement que nous le paysage est pour nous une source d'apprentissage énorme, souvent négligée bien sûr, mais énorme. Et donc en regardant les animaux, je me suis dit,
en les voyant, j'ai eu la chance d'aller les voir, disons, chez eux, en quelque sorte, dans des endroits où ils sont encore nombreux et pas trop dérangés. Ces endroits sont des peaux de chagrin, évidemment, mais c'était dans la savane africaine. Et il arrive qu'on ait des confrontations, la plupart du temps, ils s'en vont. La plupart du temps, les animaux, quand ils voient les hommes, ils se barrent. Et on les comprend d'ailleurs. Mais il arrive qu'il y ait des instants, des moments comme ça. Et quand on a ces moments d'échange par le regard, ça peut arriver, je me souviens, et je l'ai raconté, je ne sais plus où, mais là, c'est pas du tout loin en Afrique, c'est dans une cave en Bourgogne, avec une chauve-souris. Hein. Les chauves-souris, comme vous le savez, voient très bien, en fait, elles ont des bons yeux. Et il y a quelque chose de très étonnant dans cet animal. C'est vrai que mammifère volant, c'est quand même exceptionnel. Et puis bon, elles sont assez loin de nous, on peut dire. Leur monde est assez étranger au nôtre. Et elles volaient comme ça, un peu affolées dans la cave, puis elles s'est posées, comme elles font au plafond. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai arrêté de bouger, j'ai pas bougé. Puis elle aussi, donc on était quoi? Ça faisait 1m50 maximum. Et puis je la voyais, ça respirait, elle avait peur, donc elle respirait très très fort. Ça pèse 20 grammes, hein, 20 grammes. Déjà, c'est étrange quand on pèse 80 et quelques kilos. 80 kilos d'avoir un rapport avec quelqu'un qui a 20 grammes, et qui a des petits yeux. Et il vous regarde, et vous le regardez, et puis il respire très fort. Puis vous voyez que si vous ne bougez pas, la respiration se ralentit un peu. Et à ce moment-là, sans entrer dans aucun discours d'empathie, de mystique, etc., ce rapport est étrange, parce que c'est un non-rapport en même temps. On ne peut pas en faire grand-chose, mais un seuil s'établit. Un seuil s'établit, c'est-à-dire que j'ai eu égard à elle, et de sa manière, elle a eu égard à moi. Et c'est ça un seuil. Et je pense que la notion de seuil, pour moi, c'est celle-là, et qu'il faut non seulement l'avoir envers toute chose et envers tout être, mais également, par exemple, si on intervient sur le paysage, comme architecte, comme paysagiste, il faut ménager de tels seuils. Pas aménager, ménager de tels seuils. Et ces seuils, ils donnent accès à quoi? Ils donnent accès à tout ce qui survient, à tout ce qui surgit, à tout ce qui existe. Et l'ensemble de tout ce qui survient, tout ce qui agit, tout ce qui existe, c'est ce qu'après d'autres, je n'ai pas du tout inventé, j'appelle l'ouvert. L'ouvert, c'est un concept qui vient d'ailleurs d'un poète, c'est Rilke, qui est le premier à employer ça en allemand, évidemment, Offene, et avec majuscule. Et bon, en allemand, c'est différent, parce que la majuscule, vous savez, le verre, un glace, il y a des majuscules à tous les noms. Et d'ailleurs, un abîme de se mettre à penser cette différence entre le français et l'allemand, mais en français, en tout cas, mettre une majuscule, c'est un acte signifiant. Et en général, moi, dès qu'il y a des majuscules, je recule un peu. C'est-à-dire que à l'effet de seuil, c'est comme si on commençait déjà à dérouler un grand tapis rouge et comme on créait une solennité avec la majuscule. Et dans l'ensemble, je pense que quand on enlève la majuscule et qu'on tombe à la minuscule, il y a une espèce de familiarité qui se crée, ou du moins ça cesse d'être immobile, ça cesse comme ça d'être une espèce de un nom, si on dit le nom avec un grand N, oh là là. Et disons, c'est lié évidemment au caractère fondamentalement non religieux d'ailleurs de mes positions. Voilà. L'ouvert, et puis chlore, déchlore, forcément que c'est lié à ça. Et c'est un mot on peut dire inventé ensemble et séparément avec Jean-Luc Nancy, la déclosion. Déclosion, c'est déclore. C'est-à-dire, c'est pas une posture, on va pas dire, c'est pas quelque chose qui doit s'appliquer systématiquement, mais ça désigne un acte qu'on peut avoir, disons, une manière de se comporter, une manière de vivre même, qui fait qu'on essaye à chaque fois de déclore, c'est-à-dire d'ouvrir, vous voyez, d'ouvrir davantage, c'est-à-dire de restituer davantage de possibilités qu'il y ait des expériences de seuil autour de soi. Et c'est une posture d'accueil, mais pas béat comme ça, c'est une posture d'accueil comme expérience, pour faire l'expérience de ce qu'on accueille. Voilà. Après, par exemple, si on prend l'agriculture, etc., c'est pas du tout une position, je suis plutôt pour le retour du bocage, etc. C'est pas systématique. Tout ce que je pense que tu as fait imploser
ma structure. Mais c'est pas grave du tout. Hein. On est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Et heureusement, c'est un peu comme si tu tu faisais imploser les enclos. Dans ma question, alors elle est un peu immédiate parce que tout de suite je parle de ça, mais c'est pour y revenir avec peut-être plus de distance, etc. Parce que enclore, c'est dans un paysage aussi, enfin, tout simplement, le fait de mettre des enclos. Ouais. Alors, il y a une dimension aussi dans ton travail, qui est une dimension aussi. Non, mais soyons clairs, c'est moi qui ai amené ce bocal, les enclos de la campagne. Oui. Là, ce qui enclos Oui. une prairie. D'abord, il y a une soupape avec la porte, on peut entrer, on peut sortir. En plus, c'est éminemment perméable, etc., etc. C'est une chose. Après, ça permet aussi d'embrayer toute une réflexion qui vient évidemment de la magnifique remarque de Rousseau sur l'origine de la propriété privée, dès lors que, etc. Il y a ça, mais bon, et ce serait tout un développement qu'on pourrait faire. En quoi il y a quelque chose de fascinant dans ce geste de clore. Et en même temps, comme c'est toujours évidemment la création d'une limite. Mais là, le déclore que je proclamerais, disons, c'est même pas ces enclos-là, c'est la clôture de la case à cocher. Et on vit malheureusement dans un monde et dans une société globalement technocratisée quand même, et en voie de technocratisation qui augmente et qui grimpe encore plus, où finalement on se rend compte qu'une bonne partie de la gestion administrative, politique, des choses et des vies, il faut que ça rentre dans des cases. Et quand ça ne rentre pas dans des cases, ça énerve. Mais ça énerve qui? Ça énerve ceux qui ont dessiné les cases, et qui ont dessiné ces cases sans même se soucier de la personnalité, de l'individualité, des caractéristiques de ceux qui vont être dans ces espaces. Et cela est assez terrible. Et c'est bien connu que quand on recherche quelque chose, par exemple, on cherche à se souvenir de quelque chose, eh bien dans la mémoire fonctionne absolument pas avec des cases. Ce sont comme des ricochets liquides, des ricochets comme ça, où on passe avec des associations très très rapides, où par exemple, vous promenez dans la rue, plus on vieillit, plus c'est fascinant d'ailleurs. Vous prenez dans une rue, vous êtes, je ne sais pas, à l'étranger, paf, vous pensez à un tout autre endroit. Pourquoi? Vous ne savez même pas pourquoi, mais quelque chose dans le réel a envoyé en vous, a réveillé en vous ce souvenir. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et ça, ce n'est pas du tout des cases qu'on coche, c'est des bulles qui crèvent à la surface d'un étang dont on est le récepteur momentané. Et c'est comme ça qu'est le vivant. Évidemment qu'on ne peut pas exiger d'une organisation politique qu'elle ait cette hypersensibilité, mais on pourrait lui demander d'être moins borné et de moins contraindre les gens à cocher des cases. Et ça donne des exemples extrêmement concrets dans la vie des gens et là dans la vie de tout le monde. Par exemple, en ce moment, les énormes problèmes qu'il y a dans l'élevage, où tout ce que les services préfectoraux vétérinaires demandent aux éleveurs, c'est de cocher la case. Et si jamais ils ne cochent pas la case, alors même qu'ils ne peuvent pas le faire pour telle ou telle raison, eh bien, la répression leur tombe dessus. C'est un exemple, malheureusement, parmi des milliers d'autres. Et ce que nous présente le paysage quand on le regarde, ce que nous présente la vie, au fond, telle qu'elle est, c'est-à-dire une espèce d'hypersensibilité, une espèce d'hyperfragilité, elle nous présente tout sauf un système organisé avec des bords bien tracés, des cases et des gens qui vous obligent à signer dans la case prévue. Voilà, donc c'est un peu polémique, mais c'est ça, si tu veux, le mouvement. Alors, tu as déclaré un jour que tu pouvais lire des cartes de ville. J'ai eu l'occasion d'en voir. Ah, les cartes de ville. J'ai Descartes, le penseur. Non, pas des cartes, mon ami. Des cartes dont j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes chez toi, dans une boîte à chaussures. Tu peux lire des cartes donc, de ville que tu connaissais. Tu as dit, avec autant d'intensité que des livres. Oui. Qu'est-ce qui se dessine quand tu lis une carte? Un paysage? Non, c'est pas un paysage. C'est très curieux. Oui, la carte, beaucoup de gens ont réfléchi là-dessus, mais et nombreux, je crois, sont les personnes, en tout cas aussi les écrivains, qui sont fascinés par les cartes. Et
et les cartes et les plans. Hein. Voilà. Et c'est vrai que si j'arrive dans une ville étrangère, le premier geste que je vais avoir, c'est de demander le plan. Et très souvent, d'ailleurs, quand on est dans un hôtel, on dit, vous n'avez pas un plan de la ville, dans les 3 mots en général qu'on baragouine dans la langue du cru, et presque toujours la personne donne le plan et immédiatement prend son crayon pour cocher l'endroit où est l'hôtel. Et à chaque fois, ça m'horripile. Mais non, parce que le plan, il doit rester inentamé, parce que justement, il incarne cet espace qui, d'un seul coup, par une chance incroyable qu'on a, on a cette ville de 10 000, 100 000, 1 million d'habitants. Elle est à vous, enfin elle n'est pas à moi, mais elle m'est offerte quand même. Et elle m'est offerte, et la forme immédiate de ce cadeau, que va être l'espace typique de cette ville, ou la façon dont elle s'est arrangée avec l'espace, tant bien que mal souvent, mais elle s'est arrangée comme ça, et voilà, c'est le plan. Et pour la carte, c'est un petit peu plus compliqué. Après, la carte, c'est des choses de maniaque. C'est-à-dire, quand on est éduqué Michelin, en plus, c'est très très dur de s'adapter à d'autres cartes. Et par exemple, on est avec des amis, on voulait envoyer une grande lettre de protestation à la maison Michelin, puisque vous savez, les cartes par département sont en train de cesser d'exister. Hein. Et alors, c'est maintenant des cartes beaucoup plus grandes, beaucoup plus encombrantes. Vous avez toute la Bourgogne. Grâce aux réformes administratives prises il y a 2 ans, on aura non seulement la Bourgogne, mais l'Alsace, etc. Ici, quand vous allez chercher votre chemin, vous allez absolument pouvoir déterminer comment on fait du côté d'Annecy. Tout ça est totalement un peu absurde. Mais justement, la carte, pourquoi elle est formidable? Parce qu'elle déclenche l'imaginaire. Elle déclenche l'imaginaire. Et justement, je peux revenir ça me permet de parler un peu de lui, parce que c'était quelqu'un de vraiment merveilleux. Thibaut Cuisset, donc cet ami photographe qui est mort en janvier 2017, et qui était vraiment, moi je pense, c'est le garçon qui il est mort à l'âge de 58 ans, le garçon, l'homme, qui a le photographe qui a le mieux compris ce territoire-ci. Mais il a photographié à beaucoup d'autres endroits. Et parfois il travaillait de façon ample et parfois de façon très monographique. Et par exemple, on a travaillé ensemble, enfin moi j'ai juste fait un texte, on a travaillé ensemble sur une petite commune des Bouches-du-Rhône qui s'appelle La Bouilladisse. La Bouilladisse, on sait qu'on est là-bas, et La Bouilladisse c'est des lieux assez particuliers puisque c'était les charbonnages de Provence. On oublie, mais il y avait 3000 mineurs en Provence dans les années 50, mineurs de charbon, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il y a un vague chevalement qu'on aperçoit entre 4 cyprès et 3 oliviers, mais c'est comme un effacement, c'est lieu d'effacement. Et par exemple, ça m'avait beaucoup touché quand il m'a apporté, on s'est vu, il est venu avec des photos, et puis il m'a sorti un plan, mais vraiment une carte très détaillée de la commune, et il m'a dit, t'as vu, regarde, j'ai fait tous les chemins. Et il avait repassé tous les chemins au feutre, hein, mais il les avait tous faits, parce qu'il travaillait comme ça, de façon... Voilà, ça dit quelque chose de sa méthode, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on les fasse ou qu'on les fasse pas, on les a sous les yeux comme la possibilité d'un chemin, un chemin. Et puis, toutes les bifurcations imaginables, elles sont inscrites sur la carte. Et peut-être, sans doute, vous le savez, quand on est enfant, qu'on regarde un dictionnaire, pour une raison pratique, on veut savoir comment s'écrit tel mot, etc., on peut se balader pendant des heures dans le dictionnaire. Mais la carte, c'est pareil. Sauf raison urgente, si on est en voiture et qu'il faut aller à un rendez-vous, qu'on s'est un peu perdu, là, on regarde la carte de façon non rêveuse. Mais dans l'ensemble, le bon usage de la carte, c'est quand on se met à rêvasser dessus, et ça peut en effet durer des heures. Et elle ne déclenche pas vraiment des images, mais elle déclenche aussi des idées, des désirs de voyage. Parce qu'il y a la carte, c'est non seulement le dessin en soi n'est pas très riche, mais c'est les noms, tous les noms qu'il y a sur la carte. Et là, il y a un vertige poétique de la toponymie, les noms de lieux, dans quelque langue que ce soit, en quelque région que ce soit, c'est extraordinaire. Et c'est comme une autre langue presque, comme une langue entrée dans les choses. Voilà. J'ai une question à propos du lien entre le paysage et le langage dans ton travail, mais avant, j'aimerais t'entendre dire, enfin, tu parles, il y a quelques années, je crois que c'était au cours d'une conférence que tu as fait à Nîmes, tu l'as repris plus tard. Tu nous as dit que tu trouvais qu'en vieillissant, de moins en moins de choses étaient insignifiantes. C'est plutôt une bonne nouvelle, vu les mauvaises nouvelles qu'on a. Donc de l'entendre, ça faisait plaisir. Et c'est pour cette raison, je crois, alors ça c'est moi qui le pense, hein,
que tu étais toujours opposé, concernant le paysage, à la notion de ce que Marc Augier a parlé de non-lieu. Oui. Il n'y a pas topologiquement de non-lieu. Tu Oui. tu écris un moment, les lieux en friche ou les paysages en friche doivent être vus avec égard. Tu as dit tout à l'heure, si vous l'avez remarqué, qu'il fallait aussi avoir des égards vis-à-vis des animaux, on y reviendra. Peux-tu nous donner des précisions sur cette question? Question du non-lieu, etc. S'il te plaît. Déjà, philosophiquement, le non-lieu est un peu insituable quand même. Oui. Mais ce que Marc Augier a voulu dénoncer là, de façon très simple, sur un plan de sociologie politique, c'est le caractère neutre de quantité de lieux techniques liés aux grandes infrastructures, et il dénonce notamment les grandes gares, les grands aéroports, etc. Et il se trouve que, c'est peut-être pas sa faute à Marc Augier, mais ce concept de non-lieu a eu un succès absolument incroyable, et qu'il a déferlé dans les milieux, en tout cas d'architecture, de paysage, et les gens qui parlent de tout ça, hein, la quantité de non-lieux est devenue colossale, quoi. Et moi, je pense que c'est pas juste de croire qu'il y a des non-lieux, que d'abord tout lieu existant est un lieu, et que des lieux qu'on juge très inintéressants, c'est juste qu'ils n'ont pas encore été assez regardés. Et il y a une phrase absolument magnifique que j'oppose à ça, c'est une phrase écrite par Hessel, comment il s'appelle? Franz Hessel. Franz Hessel, Promenade à Berlin. Dans un livre fin des années 20, un livre sur Berlin qui s'appelle Promenade dans Berlin. Et il se promène et il y avait des bâtiments neufs. Hein, et il dit cette chose magnifique, il dit « Mais ces bâtiments n'ont pas encore été assez regardés pour être devenus visibles. » C'est magnifique. Ce n'est pas du tout une notion de patine, mais c'est qu'il faut accoutumer. C'est comme il faut apprivoiser. Et les objets techniques, c'est pareil. Et pour peu qu'on les fréquente, moi je ne passe pas mes journées dans les aéroports, certainement pas, mais en fait, ce sont quand même des espaces où on peut... Si on me disait demain matin, tu vas à la prairie machin ou à l'aéroport, je vais à la prairie, évidemment, c'est pas la question. Mais si on y est, et ça arrive qu'on s'y trouve, c'est beaucoup plus intéressant de le considérer comme un lieu et d'essayer de regarder ce qui s'y passe et de regarder comment c'est fait. Et si tu regardes attentivement, c'est pas du tout fait partout de la même manière. En plus qu'il y ait des identités structurelles, des identités de matériaux entre des bâtiments ayant la même fonction, c'est pas une invention des aéroports. C'est même une invention le style international existe depuis toujours, et existe depuis qu'il y a des styles en architecture. Donc c'est autre chose. Mais ce que je crois surtout, c'est qu'en tout lieu, c'est un peu lié à la phrase de Lewis Bowles que je citais tout à l'heure, en tout lieu, en tout espace, il y a forcément quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inattendu. Et il y a un mot qui existe, qu'on emploie dans les écoles de paysage, et c'est vers ça qu'on essaye de tourner le regard des étudiants. On leur dit l'existant. Alors, ça peut sonner très philosophique, ça n'a rien de philosophique, c'est ce qui est là. Et bien, c'est toujours à partir de ça, si on a un projet, on veut faire le plus beau parc du monde, on veut faire la plus belle entrée de ville du monde, on veut faire le plus beau je ne sais pas quoi du monde, mais on ne peut pas le faire comme ça. On n'est pas dans un atelier où il n'y a rien, on est dans un atelier qui est déjà encombré de quantité de choses. La ville, la campagne, il y a des histoires millénaires, des empilements de siècles, des empilements de conflits, des mémoires cachées, des mémoires diffuses, tout ça est là, présent, et c'est l'existant, ça existe comme ça. Et on ne peut pas intervenir dessus si on ne se met pas à l'écoute la plus fine possible de ce qui justement existe. Et dans cette écoute la plus fine, on ne va pas d'emblée choisir. On ne va pas dire en France, il y a le Mont-Saint-Michel, le Pont du Gard, la Tour Eiffel et le reste on balance. Malheureusement, quand je vous dis ça, il y a eu des attitudes dans l'architecture, notamment au moment du fameux mouvement moderne. Quand même, Le Corbusier, pour le plan voisin, c'est ce qu'il faisait. Il virait tout, sauf Notre-Dame, la Tour Eiffel, etc. Et après, il faisait une cité modèle en ayant enlevé de Paris, parce que c'était trop compliqué, parce que ceci, etc. Bon, évidemment que c'était un geste polémique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais quand même, ça a été fait très souvent, de produire cet effet de table rase, par paresse, je dirais. On ne veut pas regarder, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
Et ça ne veut pas dire que dans un paysage donné, il faut tout aimer, et il faut dire que ce qui est, disons entre guillemets, moche doit être absolument préservé, mais c'est là. Et peut-être que souvent on se rend compte que en ayant égard justement à ce qui est là, même si c'est pas beau, même si c'est pas harmonieux, etc., on a des possibilités de composition ou de recomposition du paysage, urbain ou rural d'ailleurs, qui sont bien meilleures que si on décide du haut de la splendeur des idées que ça doit être comme ci et comme ça et pas autrement. Voilà. C'est tout le sens d'ailleurs de mon amitié avec Alexandre Chemetov et de la promenade qu'on a faite et écrite justement en choisissant Saint-Étienne comme espace d'expérience. Justement parce que Saint-Étienne n'a pas la réputation d'être une belle ville, ou etc. Et c'est une ville que, je ne dis pas ça parce qu'on est dans le coin, hein, le livre existe, hein, parce qu'on est très attaché à cette ville, mais justement pour cette raison. Polémiquement, c'est une bonne ville, un bon thème pour expliquer ça, quoi. Bien mieux que Versailles. Alors, il y a un lien entre le paysage et le langage. Il y a par exemple le nom propre des lieux. Dans le dépaysement, tu consacres un passage au nom des rivières. Tu t'es beaucoup intéressé au langage. Tu as d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le propre du langage. Tu consacres 3 ou 4 pages dans Panoramique, un autre livre, au nom des rues, notamment chez ce philosophe qui t'accompagne depuis presque toujours, qui est Walter Benjamin. Grâce au nom des rues, la rue devient cosmos du langage. J'espère ne pas m'éloigner du paysage, car ne pourrait-on pas dire que grâce au paysage, n'y a-t-il pas un cosmos du langage? Déjà, disons, l'existant, là, dans le fameux existant dans le paysage, c'est aussi donc l'existence de tous ces êtres, de toutes ces choses, de tous ces lieux. Et si on y réfléchit, c'est extraordinaire. Peut-être que ce que l'homme, c'est très rare que j'emploie l'homme, il n'y a pas de majuscule, hein, vraiment. Ce que les hommes, voilà. Ce que les hommes ont fait de mieux, je crois, c'est de donner des noms. Et c'est assez épatant de penser que la moindre petite rivière, hein, elle a un nom. Elle a un nom. La moindre petite libellule, alors la plupart du temps on ne connaît que libellule, mais quelque part il y a un savant qui s'est préoccupé de lui donner un nom latin que peut comprendre un Suédois et un Japonais. Ils sont 4 à comprendre, mais le nom existe. Dès lors que les hommes, grâce à la lunette de Galilée, ont pu observer la Lune, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé la marée ceci, marée cela, le mont ceci. Donne des noms, on donne des noms. Et c'est évidemment, alors c'est un processus incroyablement long, touchant, etc. Mais nous qui venons après toutes ces dénominations, on en a d'une part l'usage, et d'autre part c'est comme un stock inépuisable. Mais le dictionnaire, là, c'est pas le dictionnaire, c'est le monde lui-même qui est là, qui est le réservoir de tous ces noms. Et à chaque fois qu'on dit un nom, c'est vraiment pour moi comme si on touchait le monde juste au point où ce nom le touche. Si tu dis framboise, tu touches le monde à l'emplacement où il est framboise. Si tu dis cassis, si tu dis voilà. Et les noms concrets, les noms des choses, évidemment, ont un privilège par rapport à ça. Si tu dis le mot vérité, tu touches le monde nulle part. Mais tu touches quelque chose du monde qui est présent dans tous ces gestes de nomination. Donc on va tout ça être... Et c'est pour ça que le rapport entre les mots et les choses, pour moi, il n'a de sens qu'à faire continuellement verser le langage du côté de son origine silencieuse. Son origine silencieuse, c'est les choses qui, comme on le sait, ne parlent pas, etc. Mais c'est étrange qu'elles aient un nom. Et en plus, qu'elles aient des noms, puisqu'elles ne sont pas le même nom dans toutes les langues. Hein. Et c'est épatant de voir que, par exemple, le papillon, c'est toujours l'exemple que je cite, hein, le papillon, je le cite parce que dans aucune langue européenne, et même lointaine, il n'a un nom qui y ressemble. Si vous dites lune, c'est luna, hein, ou c'est monde pour les Allemands, moon pour les Anglais, donc il y a des proximités. Mais papillon, il est génial. Papillon en français, butterfly, la mouche à beurre des Anglais, le Schmetterling des Allemands, le Farfalle des Italiens. Puis j'avais été regarder un peu partout.
Je savais même le dire dans une langue africaine où c'était génial, c'était froufreni, voilà, froufreni. Ça faisait un bruit de papillon de nuit, puis plein, et en aucune langue. Mais le papillon, c'est... Alors, c'est intéressant, mais ça veut dire les hommes, aucun homme n'a n'a absolument la même expérience du papillon. Hein. D'abord, il ne voit pas les mêmes papillons. Après, il y a des gens qui en voient beaucoup, il y en a qui en voient peu. Cet été, c'était un peu pénible, d'ailleurs, tellement il y en avait, là, comment ça s'appelle, qui a envahi la Saône-et-Loire. La pyrale du buis. Ça, il y avait un excès de papillons, je peux le dire, en tout cas en Saône-et-Loire. Mais bon, mais ce qui est extraordinaire, c'est... Alors le papillon, vous voyez bien comment il fait, et il vit très peu, comme vous savez, la vie du papillon en tant qu'il est l'imago, c'est une vie extraordinairement brève. Et c'est même émouvant si on pense à un papillon en pensant à la brièveté de sa vie. C'est-à-dire vous avez 48 heures pour vivre, ou une semaine, disons. Qu'est-ce que vous faites? Vous papillonnez, il n'y a rien d'autre à faire, à mon avis. Et imaginez, si on imagine l'immensité de l'espace pour un papillon, déjà pour nous, mais pour un papillon. Et il est là comme ça. Et donc, voilà. Et ces papillons, ils ont été attrapés dans des filets par des gens qui ont dit « Ah tiens, lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça ». Et il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de noms. C'est assez extraordinaire. Il y a quelque chose d'émouvant quoi, dans ces actes-là. Et c'est vraiment, vraiment, c'est vrai que le langage est la clé qui donne accès à ces seuils. Là, on est... Alors, on va parler de seuil. J'avais une question mais je la poserai peut-être sur le concept d'artialisation. Ah, j'emploie jamais ce mot-là. Je sais bien. C'est bien. Ah. Mais parce que ça me paraissait important de parler justement de la question de l'art, du paysage et du paysan. Mais je vais changer mon truc. Et je vais commencer... je vais montrer une image. Je vous avertis, c'est la plus mauvaise des quatre que je vous avais averti. Hein. Mais j'espère que vous voulez... Bon, voilà, c'est la chasse de Paolo Uccello. C'est une reproduction, donc, une huile sur toile, 65 cm, 165 cm, que l'on peut voir aux États-Unis, à Oxford. C'est un tableau horizontal. Jean-Christophe a fait un essai qui s'appelle L'Atelier Infini. Quand il parle de cette œuvre, dans lequel la prouesse de la perspective ne s'établit qu'en montrant ce qui la déjoue. Alors pour ceux qui la connaissent peut-être pas la toile, au loin on voit des cerfs et des biches qui s'enfoncent en quelque sorte dans la perspective ou qui s'enfoncent au lointain. Ça a toute son importance pour la suite de ce que je vais dire. L'animal sauvage, il a déjà parlé un peu des animaux. Il faut savoir, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il a écrit 2 livres, entre autres Le versant animal. C'est ici, je n'ai pas tout amené, il a 40 livres, mais bon, je pourrais vous les montrer, ceux qui ne connaissent pas. Et puis, le parti pris des animaux. Alors, l'animal sauvage, la bête, au fond, hein, qui est chassée par d'autres bêtes, disparaît au fond du bois, dans le lointain du bois. Alors, j'ai tenu à mettre cette œuvre en parallèle avec ces 2 essais que tu as consacrés aux animaux, le versant animal et le parti pris des animaux. Si l'animal ici, la bête, s'enfuit au loin, il lui arrive de surgir. Plus exactement, de jaillir, parce que le début, justement, du livre, le versant animal, nous conte ce que tu nommes une souveraineté furtive, à savoir le jaillissement d'un chevreuil alors que tu roules en voiture. De ce que je nommerais le là-bas, c'est-à-dire qu'en gros, il arrive parfois qu'un chevreuil surgisse. Je lui expliquais d'ailleurs, quand je l'ai amené à Sailly-sous-Couzan, puisque j'habite à Sailly-sous-Couzan à 6 km, je passais derrière là, les petites routes et je disais là, j'ai vu des chevreuils qui ont surgi. Le jaillissement à l'intérieur du paysage, dans là-bas la forêt, de ce jaillissement. Tu réfléchissais donc dans le versant animal sur les déploiements du monde animal. Le langage et le paysage sont convoqués. Qu'as-tu à en dire, cher ami? Non, mais ce tableau, il est merveilleux. Il est à Oxford, en accès libre. Enfin, il n'est pas... On peut le voir tranquillement, si on va à ce musée, qui est, je crois, le plus vieux musée ouvert au public du monde, Ashmolean Museum. Et Paolo Uccello, il est un des 2 grands inventeurs de la perspective, avec Piero della Francesca, et il était connu notamment pour construire des objets idéaux, des objets quasiment mathématiques,
Et puis, il était tellement passionné par la perspective, il oubliait de manger, etc. Et il y a la célèbre anecdote racontée par Vasari où sa femme l'appelle, il n'a pas mangé à midi, il ne vient pas manger le soir. Et il s'excuse en disant « Ma che dolce cose che la prospettiva », quelle douce chose que la perspective. Mais il construisait surtout des objets mathématiques avec des lignes tracées. Et quand on regarde ces autres tableaux, ou les dessins très nombreux de lui ou de Pierrot à l'époque, etc., vous avez tous à l'idée, à l'esprit, ces damiers qu'on représente quasiment au sol avec les lignes qui convergent vers le point de fuite qui est pratiquement écrit dans la toile. Et son autre tableau le plus célèbre, qui est la scène du déluge, elle est pratiquement comme un énorme couloir comme ça qui s'en sert avec un effet d'apocalypse qui viendrait dans le point de fuite. Mais là, ce qu'il a essayé de faire, je pense, ce qu'il a réussi de toute façon à faire, c'est de dissoudre d'une certaine manière l'idée perspective dans le paysage. La nature est absolument pas construite géométriquement comme on le sait, hein. Et après, sa forêt est une fausse forêt, évidemment, c'est une forêt mentale, mais qui ressemble aux forêts réelles. Mais les arbres, comme ça, finalement, quadrillent un petit peu la toile. Mais ce qui est extraordinaire, c'est si on regarde le mouvement comme ça, avec le premier plan avec les chevaux, ensuite les rabatteurs, et puis les chiens, et puis les biches. Et ça, c'est comme si c'était un point de croix comme ça, un point de croix qui s'en va infiniment vers l'infini du point de fuite. Et donc la perspective, elle est totalement inscrite et en même temps déjouée, parce qu'en effet, il est de l'essence de la nature de la brouiller. Et il est aussi de l'essence des animaux qui fuient dans le point de fuite d'une certaine manière, d'être irrattrapables. Et à l'époque, d'ailleurs, il y a un peu après, enfin, il y a un magnifique poème de Giordano Bruno, qui a quand même été brûlé, comme vous le savez, pour ses idées sur l'infinité des mondes. Et il y a un magnifique poème de Giordano Bruno sur la chasse qui raconte qu'en effet, la proie qui s'enfuit est une allégorie de la vérité que l'homme n'arrivera jamais à attraper. Et donc ce tableau qui est charmant en même temps, qui est comme ça, c'est toute une histoire philosophique complète. Alors, est-ce que tu voudrais bien nous lire ce petit passage, justement, qui ouvre le livre Les versets animaux? Tu crois? Je pense que c'est important de t'entendre le lire, pour moi. Enfin, ça... Justement, où il y a jaillisme, de rien d'autre. Enfin, tu vois. Ah non, mais il faut pas, on va rien comprendre, il faut que je lise au début. Alors, je sais pas. Faut que je lise au début. Non, il faut que je lise le début. Non, c'était ça, justement, c'était parce que par rapport à ça, là avec le tableau de Paolo Cello, on est comme ça. Comme ça, oui. Voilà. Or, justement, ce que je raconte là, c'est comme ça. Hein? C'est ce que je voulais dire, voilà. La question. Ouais. On s'enfuit, on jaillit à un autre endroit. C'est comme ça. Quoique très vite, ça repart comme ça. Enfin, vous allez voir. C'est la question du bord. Enfin. Et c'était justement, je m'étais donné pour but, pour tâche. Tâche, c'est un mot que j'aime bien, moi. Tâche. En allemand, c'est encore mieux, c'est Pflicht. Pour tâche d'écrire une dissertation, comme on disait, au XVIIIe siècle, sur les animaux. Et étant dans ce travail, j'ai eu la chance, en allant voir un ami à la campagne, en Bourgogne toujours, du sud, à 6 km j'allais, et il s'est passé ce que je raconte là, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc j'ai démarré le livre avec cette scène. J'aimerais, c'est pénible, hein, après le repas, c'est terrible. Hein, parce que c'est comme ça. J'aimerais qu'une caméra se pose, sache se poser sur cette petite route montante. Une caméra qui saurait faire cela, filmer une voiture qui file dans la nuit et me suive. C'est un de ces moments où les rapports entre la conscience et la campagne, entre la vitesse d'un point mobile qui s'y déplace et l'étendue, se configurent en une pointe. La route devient comme un estuaire que l'on remonte. De chaque côté, les haies éclairées par les phares forment des parois blanches. Même si l'on ne va pas vite, il y a une sensation cinématique pure.
d'avancée irréversible, de fuite en avant, de glissade. C'est alors à celui qui conduit autant qu'au passager qu'est offerte cette sensation de passivité, cette hypnose du ruban qui peut-être n'est pas sans danger. Mais cette fois, on est seul, et il faut le dire, il ne s'agit pas d'un voyage, rien qu'un déplacement de quelques kilomètres, une simple visite à un ami voisin. Le paysage est donc familier, la route connue. Les bois épais et les prés qu'elle traverse, on en connaît les lisières, les grands traits, les chemins. Et pourtant, du seul fait que c'est la nuit, il y a ce léger décalage, ce léger mais profond feulement d'inconnu. C'est comme si l'on glissait à la surface d'un monde métamorphosé, empli de frayeurs, de mouvements effarés, d'écarts silencieux. Or, voici que de ce monde, quelqu'un surgit. Un fantôme, une bête. Car seule une bête peut surgir ainsi. C'est un chevreuil qui a débouché d'une lisière et qui, affolé, remonte la route dont les haies le contraignent. Il est lui aussi pris dans l'estuaire, il s'y enfonce et tel qu'il est ne peut qu'être frayeur et beauté, grâce frémissante, légèreté. On le suit en ayant ralenti, on voit sa croupe qui monte et descend avec ses bonds, sa danse. Une sorte de poursuite s'instaure où le but n'est pas, surtout pas, de rejoindre, mais simplement de suivre. Et comme cette course dure plus longtemps qu'on aurait pu le penser, plusieurs centaines de mètres, une joie vient, étrange, enfantine, peut-être archaïque. Puis enfin un autre chemin s'ouvre à lui et le chevreuil, après une infime hésitation, s'y engouffre et disparaît. Rien d'autre, rien que l'espace de cette course, rien que cet instant furtif et malgré tout banal. Bien d'autres fois, et sur des terres plus lointaines, j'ai vu des bêtes sortir de la nuit. Mais cette fois-là, j'en fus retourné, saisi. La séquence avait eu la netteté, la violence d'une image de rêve. Était-ce dû à une certaine qualité de définition de cette image, et donc à un concours de circonstances ou à une disposition de mon esprit, je ne saurais le dire. Mais ce fut comme si de mes yeux, à cet instant, dans la longueur de cet instant, j'avais touché à quelque chose du monde animal. Touché, oui, touché des yeux, alors que c'est l'impossibilité même. En aucune façon je n'avais pénétré ce monde, au contraire. C'est bien plutôt comme si son étrangeté s'était à nouveau déclarée, comme si j'avais justement été admis à voir un instant ce dont, comme être humain, je serais toujours exclu. Soit cet espace sans nom et sans projet, dans lequel librement l'animal fraye, soit cette autre façon d'être au monde, dont tant de penseurs à travers les âges ont fait une toile de fond pour mieux pouvoir spécifier le règne de l'homme, alors qu'il m'a toujours semblé qu'elle devait être pensée pour elle-même comme une autre tenue, un autre élan, et tout simplement une autre modalité de l'être. Voilà. Là, c'est le chevreuil qu'il faut applaudir. Alors, pour laisser aussi le temps, évidemment, puissiez prendre la parole, il y a des questions que je vais éliminer, mais je vais tout de suite passer à quelqu'un qui s'est beaucoup posé la question, qui a regardé avec toi, mais aussi seul. Donc, les animaux, c'est ton ami Gilles Ayot, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je vais montrer deux images de Gilles Ayot. Une première où on peut dire un animal en liberté. Hein. On voit un éléphant. C'est au Kenya. C'est au Kenya. Ouais. Et puis une deuxième, pour ceux qui sont familiers du travail de Gilles Ayot, il y a souvent des animaux au zoo, donc enfermés, où on recrée des artifices ou des paysages artificiels. Est-ce qu'on peut dire paysage artificiel ? Je mets ça entre guillemets. Il faut savoir que Gilles Ayot a coécrit une pièce de théâtre, je l'ai dit dans l'énoncé, dans mon ouverture, Medicina Strada, où ils ont, l'un et l'autre, il y a une tierce personne qui est le grand metteur en scène allemand, Klaus Michael Gruber. Ils ont un échange sur les penseurs présocratiques. Et il y a, entre autres, la figure d'Héraclite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors la question est la suivante, hein, dans ton livre sur Gilles Ayot, parce qu'il faut savoir aussi que Jean-Christophe a écrit un livre sur Gilles Ayot, et je pourrais dire avec, tu cites, ou vous citez, un fragment d'Héraclite qui était au cœur de votre discussion d'amis. Nature aime à se cacher.
qui voudrait dire que l'invisible ne se dissimule pas comme un secret essentiel, comme un noyau dans le fruit, mais au cœur de ce que l'on voit librement épanoui aux yeux de tous. Contrairement à ce qu'on a tendance à dire. Le caché toujours protège le non caché. Alors, image d'une peinture, Gilles Ayoult, la voici. Hein. Alors, j'aimerais bien savoir, justement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement important. C'est-à-dire, il y aura du non caché dans le caché. Est-ce que tu peux... Cette question de l'invisible et du visible, parfois, peut nous amener à, à aller dans des mauvaises métaphysiques. Alors, est-ce que tu peux préciser, oui, s'il te plaît? Oui, enfin, pas trop s'égarer. Enfin, il y a plein de pistes qui partent. D'abord, Gilles Ayoult, c'est un peintre dont la formation, c'est des études de philosophie. Après, c'était un homme très solitaire dans les années 50. Et disons qu'il a refusé l'abstraction, qui était le mouvement qui portait l'art à ce moment-là. Il l'a refusé comme ça, pour des raisons philosophiques, au fond, parce que le réel, les choses comme ça, un peu comme pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme pour Francis Ponge, ça lui résistait, et c'est ça qui l'intéressait. Et puis après, bon, comme pas mal de peintres ont abandonné l'abstraction, il s'est retrouvé moins seul, etc. Mais il avait cette particularité de prendre comme sujet de peinture et de dessin, pas exclusivement, mais à 90% des animaux. Et toute la première partie de sa vie, ça a été de peindre des tableaux comme ça, avec quantité d'animaux, c'est-à-dire les animaux là où il pouvait aller les voir, habitant Paris ou voyageant un peu, essentiellement dans des zoos. Et en les peignant comme ça, dans les endroits où ils sont condamnés à la visibilité. Hein, ils sont condamnés à être vus. Et vraiment, les animaux, comme vous le savez, aujourd'hui d'ailleurs, dans les zoos les plus modernes, en général, les espaces sont conçus de telle manière que les animaux, s'ils ne désirent pas être vus, peuvent se cacher. Hein, voilà. Mais en tout cas, ils étaient condamnés au visible. Voilà. Et ce peintre extraordinaire, hein, et comme homme, enfin tout ça, il se trouve qu'au bout d'un moment, bon, il était assez fameux, etc. Et puis a été organisé un voyage en Afrique, parce qu'il avait imaginé un projet qui existe aujourd'hui, en 4 volumes, ça s'appelle, d'un titre un peu bizarre, ça s'appelle « Encyclopédie de tous les animaux, y compris les minéraux ». Alors, et en fait, c'est une encyclopédie lithographique. C'est un projet très étrange, c'est sans doute la dernière grande œuvre lithographique. Aujourd'hui, pratiquement plus aucun artiste, disons dans le mouvement de l'art enclenché, comme avant-garde ou je ne sais pas quoi, ne pratique la lithographie. Sans doute, ça reviendra. Et il se trouve qu'on connaissait un jeune lithographe formidable, qui en plus connaissait bien l'Afrique noire et aimait aussi beaucoup les animaux. Et puis bon, de fil en aiguille, le projet s'est monté, et il s'agissait donc de faire des planches lithographiques avec des textes en regard. Et il y a eu un tome 1 qui a été fait, ce sont des ouvrages absolument magnifiques, hein, qui aujourd'hui coûtent des fortunes, et collector de chez... Hein, et le tome 1 a été réalisé avec les amis de Gilles Ayoult comme écrivain. Alors lui, il a écrit un texte, il y a Heiner Müller, il y a Jean-Louis Schaeffer, plein de gens, et dont moi. Et comme j'étais le plus disponible, j'ai dû écrire un certain nombre de textes. Et ce livre, tellement étonnant dans son allure, parce que c'était à la fois c'était un livre du 19e siècle, de cette façon techniquement, mais un livre en même temps tellement inouï, tellement moderne, voilà, il a énormément surpris. Et, il faut le dire, il a bien marché, comme on dit dans le commerce, et ce qui a permis de réunir une certaine somme. Et avec cette somme, ça a pu financer, vous voyez, on était pré-macronien, hein, c'est l'investissement, je blague, hein, parce que God bless me. Et on a pu investir dans un tome 2 fait autrement. Et le tome 2, ça a été fait en Afrique, donc chez eux. Il a fallu aller là-bas, donc Gilles Ayoult, non sans difficulté, parce que
il avait eu une attaque d'hémiplégie, donc il ne marchait pas très bien, etc. Mais enfin, on est allé au Kenya, lui avec ses petits carnets. Frank Bordas, donc le lithographe, avait fait réaliser une petite presse lithographique qu'on a expédiée là-bas avec des pierres. Hein, c'était pas sans problème, vous imaginez. Et puis, moi, j'avais mes carnets comme d'habitude, etc. Et on se baladait dans la savane à regarder les bêtes. Et ce que ça a déclenché, au-delà d'un long voyage qui a duré 2 mois, c'était, je peux en parler des heures évidemment, c'est des souvenirs assez formidables, assez merveilleux, mais ça a déclenché quelque chose d'autre dans sa peinture, qui est qu'elle est devenue comme une espèce d'aquarelle gigantesque. Hein, ça, c'est un tableau d'assez grand format. Et là, il y a un dessin d'ailleurs qu'il a fait. Et bon, c'est un peu idiot, c'est pas du tout pour faire le malin que je dis ça, mais c'était exactement ainsi, quoi. C'est une scène vue, ça. C'est pris sur le vif d'une certaine manière. C'est un éléphant qui s'éloigne après d'assez fortes pluies, comme vous pouvez le constater, là-bas. Et évidemment, alors on peut dire tout ce qu'on veut par rapport aux autres tableaux. Bon, il n'y a plus de perspective, etc. Et il a beaucoup intéressé aussi les peintres abstraits, justement, Gilles Ayot, parce qu'au fond, la qualité plastique de l'art abstrait, elle est comme intégrée dans sa façon de figurer. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur sa peinture, etc. Mais pour ce qui est de la relation à l'animal, on était, disons, confronté à cette composition au sens musical, composition en évolution permanente du visible et de l'invisible. Hein. Ce qui fait qu'ensuite j'ai écrit un texte qui est lié à Gilles Ayot aussi, qui s'appelle « Le visible est, EST, le caché ». Avec le caché se cache dans le visible. Hein. Et que donc, du caché, il y a des surgissements, etc., des effacements. L'éléphant, évidemment, il a du mal à se cacher, comme vous pouvez le remarquer. L'éléphant ou la girafe se cache mal, quoi. Et d'ailleurs, c'est très bien fait, puisqu'en même temps, bon, à part l'homme, évidemment, qui est toujours là pour emmerder le monde, ils n'ont pas de prédateurs. Ils n'ont pas de prédateurs. Mais la plupart des animaux se dissimulent. Et il y a des tas de... Bon, étant sur place, on apprend des tas de choses. Moi, j'avais été épaté d'apprendre que les fameuses rayures du zèbre étaient un système de camouflage. Parce que dans les yeux des carnassiers, ça flotte comme ça. Donc souvent, vous voyez les zèbres se mettre dans les troupeaux de gnous, comme ça, comme les protestants, pas vu, pas pris. Voilà. Bon, voilà. Et on apprend plein de choses comme ça. Mais ce que ça raconte au niveau de cette histoire de visible et d'invisible, c'est que c'est une réversibilité continue, en fait. Voilà. Alors, 2 questions pour conclure, enfin pour moi en tout cas. Une question sur la vitesse, puisque ce paysage est vitesse, et donc j'ai choisi un tableau que tu as commenté dans l'Atelier Infini, qui est un tableau de William Turner, qui s'appelle Pluie, vapeur et vitesse. Oui. Et ce qui m'intéressait dans le tableau, ce qui me semblait qu'on pouvait parler... C'est un concept, hein, alors c'est à toi de dire si c'est le cas ou pas, mais c'est un terme très important chez toi, qui est le mot dormance. Pourquoi ? Parce que, je lis la question, autre image qui pose peut-être la question de la dormance, concept qui t'est cher, cette œuvre de Turner que tu commandes dans ton livre L'Atelier Infini, Pluie, vapeur, etc., est un tableau moderne, dis-tu. Une brume tourbillonnante irradie sur la gauche, face à vous, on voit un pont et un paysage qu'on pourrait qualifier comme ayant une teneur bucolique. C'est-à-dire que peut-être c'est peut-être difficile sur la reproduction, mais on voit encore une petite barque, on voit un petit pont, et on voit même un lièvre. Et puis au milieu, sur la droite, on voit la machine que Théophile Gautier nommait la bête de l'Apocalypse. Alors, dormance, parce qu'il est possible que dans de nombreux paysages modernes ou contemporains, il y ait en dormance des paysages d'autrefois, comme on pourrait dire, qu'il y a quand on traverse une forêt, par exemple, ou ce matin, quand on est venu de Saint-Étienne à ici, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui apparaît ici, ou, je ne sais pas moi, les bucoliques de Virgile. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette dimension de la dormance, s'il te plaît ? Avec une petite remarque sur le... J'aime pas du tout ce tableau, hein, je tiens à le dire. Mais tu en as parlé. Non, mais j'en ai parlé parce que c'était un livre qui était au départ une commande,
Et vous me demandez au fond une espèce d'histoire de l'art, et puis à la fin ça s'est développé, il y a quand même plus de 200 tableaux avec 200 textes en vis-à-vis. Et évidemment que c'est pas le livre de Les Caprices de Monsieur Machin, Bibi. J'étais obligé de prendre un certain nombre de tableaux clés de l'histoire de l'art, dont celui-là. Mais c'est vrai que, et pour des raisons que je ne vais pas dire maintenant, je n'aime ni Turner ni ce tableau. Mais c'est un tableau très important dans l'histoire de la peinture, en effet, puisque c'est le premier surgissement d'un objet technique, mais au sein comme ça. Voilà. 1844. Voilà. Après, sur la dormance, la dormance c'est un terme botanique qui désigne la capacité, le fait que la capacité germinative des plantes est conservée pendant extrêmement longtemps et peut se réveiller des années et des années après, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Et je pense, et ça vient énormément de la lecture que j'ai faite, avec d'autres d'ailleurs, de Walter Benjamin, le penseur allemand, le passé, il est comme ça. Le passé n'est pas quelque chose qui est détruit, abandonné, même quand il a été effacé, même quand des hommes ont essayé volontairement d'effacer les traces, de piétiner les traces, etc. Il y a quelque chose qui résiste. Et cette résistance, c'est la dormance. Et dans un paysage donné, que ce soit la rue d'une ville, que ce soit une sente qui s'enfonce dans la campagne, justement, pour peu qu'on y marche en prêtant attention à ce qui s'y tient, caché et présent, les deux en même temps, eh bien, des tas de dormances peuvent s'éveiller, peuvent être réveillées. Et elles ne sont pas réveillées par une aptitude technique qu'aurait le sujet promeneur, elles sont réveillées juste par une forme d'attention. Et que le passé, ce n'est pas simplement ce qui a eu lieu, c'est aussi ce qui aurait pu avoir lieu, c'est ce aussi à quoi nos ancêtres ont rêvé, par exemple. Et quand on se promène dans une ville, par exemple, où il y a eu des événements dramatiques, eh bien, que quelque chose, alors même que le décor a été pulvérisé, quelque chose de ce drame, existe, se maintient, pulvérisé comme tel d'ailleurs sous forme presque d'une poussière. Mais si on y est attentif, on le perçoit. Je crois que tu voulais que je lise le truc russe là. Oui. C'est très très beau ça. Ouais. Quoi? Le site fait rire. Non, parce qu'avant, il m'a dit, je veux que tu lises ça. Et là, ça tombe pile. Donc, ça tombe pile, oui, mais voilà. non, mais c'est bien. Ça. Voilà, à propos, c'est exactement l'illustration de ce que je viens de vous dire. Voilà, et alors, regardez, on croirait que c'est fait exprès. C'est pourquoi je voudrais produire... C'est un texte qui s'appelle... Un titre un peu ronflant, mais je n'y ai pas résisté. Parce qu'en même temps, il est concret. C'était parce que j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois en Russie et j'ai été extrêmement impressionné par ce pays et surtout évidemment par l'étendue, le sentiment d'étendue qui s'y produit automatiquement, et puis plein d'autres choses. Voilà. Et ce texte s'appelle, c'est dans un recueil qui s'appelle Panoramique, et ce texte s'appelle La pierre que la Russie a jetée en moi. Voilà. Comme si j'étais une mare, quoi. Les ondes, enfin, ça, vous comprenez bien. Donc, et je raconte ça, voilà, je raconte ce que le paysage, au fond, sait. C'est-à-dire qu'il y a un savoir du paysage qui est contenu en lui. C'est pourquoi je voudrais produire une image, une idée de cette étendue et tenter de dire pourquoi, presque vide, elle m'a ému plus que tout. C'est d'une expérience de l'immensité nue que je voudrais parler. Sur un chemin, la pierre qui me fut jetée et qui est restée là-bas. Là-bas, c'est-à-dire sur une route de terre près du lac Ladoga, dans le petit village de Tsandela, situé à une centaine de kilomètres à l'est de Saint-Pétersbourg, vous nous avez invités parce qu'il y possède une petite maison, Igor Ivanov, l'un des acteurs du théâtre Mali. C'était en octobre 1995. La nuit, après le dîner, nous sommes sortis pour nous promener. Il y avait une sorte de phosphorescence dans cette nuit, mais vague, diffuse. Et soudain, ayant rejoint la route, j'ai vu l'étendue. J'ai vu qu'elle ne ressemblait à rien, qu'il aurait été même faux de dire qu'elle avait des contenus. Simplement, elle était là. Et tout ce qui était en elle, un rideau d'arbres, un cimetière, une lumière éloignée, un chien qui se mit à aboyer, faisait partie d'elle, ne s'en distinguant pas,
mais la rendant au contraire, elle, distincte, claire, telle qu'en elle-même inchangée, et aussi, mais c'est le plus difficile à penser, inchangeable. L'infinie tolérance de l'espace, vécu jusqu'à la courbure, où la terre se perd pour recommencer, avec ses lacs, ses oiseaux, ses bruits, ses chemins, ses nuits. Puis, notre hôte s'est mis à parler. Il nous a raconté l'histoire de cette route sur laquelle nous nous trouvions et qui s'appelle Daroga Жизни, la route de la vie. Parce que pendant le siège de Leningrad, qui fit près d'1 million de morts, elle fut le mince, l'unique cordon ombilical alimentant la ville serrée de toutes parts par les lignes allemandes. Mais ce qu'il avait à nous dire, ce n'était pas l'histoire héroïque de cette route, c'était le revers même de l'épopée, l'histoire d'un voisin qui vivait toujours. Pendant la guerre, il n'était qu'un enfant. Ses parents étaient partis, mobilisés l'un et l'autre dans le système de défense. Il vivait donc là avec sa sœur, 2 enfants dans une maison de bois. Ce qui advint, c'est que cette image d'une maison sur la route tenue par 2 enfants, image dans laquelle remonte toute une saveur de vieux contes, de vieilles narrations, ce qui advint donc, c'est que cette image demeure, mais que la maison fut réquisitionnée par l'armée et détruite. Comment dire cela ? Comment restituer l'absence de pathos dans laquelle cette histoire nous fut livrée ? Comment, surtout, dire que cette histoire aussi faisait partie de l'étendue, que l'étendue en était comme la dilatation infinie ? Ce récit, j'aurais pu ne pas le connaître, mais aussitôt qu'il fut là, il appartint à cette nuit, à ce paysage, et il n'en repartira jamais. Certes, ni les arbres, ni l'eau des marais, ni les castors qui y abondent ne savent rien de tout cela. Mais si je dis que l'étendue sait quelque chose, ce n'est pas par animisme, c'est parce que pour nous, avec ou sans récit, le chant est ainsi versé, telle une immense phrase oraculaire décolorée jusqu'au silence, et où se tient tout ce que nous devinons du sens, le contraire de l'édification, une rumeur, un bouger, quelque chose qui ne se plaint pas, qui ne prie pas, mais qui chante ou chantonne, et à chaque fois, dans une langue inconnue, qui est celle qui a touché l'étendue qui l'entoure. Voilà, votivsio, comme on dit là-bas dans cette langue. Voilà, c'était ça. Oui. Non, c'était un moment très très émouvant, où ce que je pense, c'est-à-dire c'était cette reviviscence légère, à peine, des choses du passé, qu'elles soient dramatiques ou heureuses, comme ça, on l'aperçoit à peine, légèrement. Et là, d'un seul mot, il y avait comme une vérité, quoi, touchée, grâce à cet ami aussi. Bon, je pense que peut-être que c'est le moment où vous puissiez poser des questions, parce que c'est votre tour. Moi, je peux continuer comme ça longtemps, mais on a déjà passé beaucoup de temps. Et évidemment, j'ai absolument pas respecté le cadre que je m'étais donné, mais c'est souvent le cas quand on est... Tu peux remettre Paolo Cello, s'il te plaît ? Oui, je comprends que ça va t'énerver, là. Non, ça va ? Oui, ça va, ça. Bon. Est-ce qu'il y a un micro ? Il y a des personnes qui ont envie de... Ah oui, les images de Thibaut Cuisset. Ah oui. Ça, ah oui, mais non, je ne sais pas lesquelles c'est. Tiens, c'est Celle-là ? parce que, oui, une campagne japonaise. J'ai Oui. photocopié Et l'autre, c'est quoi ? Si vous... Ouais. Parce que ce qui est assez passionnant chez Thibaut Cuisset, et particulièrement dans cet ouvrage, ce qui m'intéressait aussi, c'est que Jean-Christophe parle du Japon. Mais dans les photographies que Thibaut a fait, il y a quelque chose à la fois d'Okuzai ou d'Hiroshige, et en même temps de cinéastes japonais contemporains comme Kitano ou Kurosawa. Je parle de Kiyoshi Kurosawa, hein, non pas d'Akira. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a su saisir des strates de temps. Et c'est assez fascinant. Et j'avais prévu de passer une image, parce que la photographie aussi joue un grand rôle via l'intérêt que Jean-Christophe lui porte.
Et malheureusement, les photos que j'ai pu trouver sur Internet, c'était des toutes petites images. Mais tu aurais dû me demander. Oui, mais je l'avais fait hier. Bon. Voilà, je reconnais que je suis un peu non, mais c'est... Et je pensais que c'était peut-être à la fois important que tu parles de photos, de Thibaut et peut-être du Japon, etc. Oui, je peux parler un peu de ça. Oui, il se trouve que depuis plus de 10 ans maintenant, je vais plusieurs fois par an à l'école de photographie d'Arles. Et c'est lié à l'énorme intérêt que j'ai pour cette forme de production d'images. J'allais dire d'expression, j'ai enlevé le mot, parce que ce n'est pas une expression en tant que telle, c'est autre chose. Et m'a toujours fasciné dans l'image son caractère immobile. Mais avant même que je m'intéresse à la photographie, et je me souviens, c'est un sentiment que j'ai découvert d'une certaine manière. Enfin, j'ai découvert l'importance de l'immobilité dans l'image. Évidemment, ce n'est pas une découverte en soi, par définition, elle ne bouge pas, mais comme ça, l'effet de saisissement qu'il peut y avoir, bizarrement, c'est dans les tableaux alors, de la Renaissance italienne, même du début de la Renaissance. Pour ceux qui les connaissent, c'est la suite de Saint-Jérôme à la Scuola degli Schiavoni à Venise de Carpaccio. Et il y a un moment où Saint-Jérôme ramène le lion au monastère. Magnifique tableau. Et les moines, évidemment, s'enfuient en voyant arriver un lion dans le monastère. Et ils sont vraiment saisis dans le... Ils montent l'escalier comme ça, ils sont comme ça, etc. C'est-à-dire que le geste extraordinaire de l'instantané, qui est lié à la technique photographique, il a été imaginé par les peintres. Et plus ou moins bien, extraordinairement dans ce tableau, très fortement dans d'autres. Et puis on voit que la peinture, elle insiste sur son immobilité. La nature morte, c'est de l'immobilité renforcée, et ainsi de suite. Le paysage aussi, etc. Le portrait, à chaque fois, il y a une espèce de... Et moi, ça m'a toujours, au fond, ce qui m'a le plus intéressé dans la peinture, c'est le silence, évidemment. Et puisque je suis écrivain aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce silence me demande, au-delà du fait que peut-être il me demande de me taire. Mais ce qu'il a, c'est que le tableau, j'ai toujours vécu comme ça, il n'en passe pas par des mots, même s'il y a des fois l'utilisation de la rhétorique et des savoirs, etc. De toute façon, l'image est muette. Moi, qui fais profession des choses muettes, comme disait Nicolas Poussin, avec fierté, c'est muet. Et donc, au moment où on voit un tableau, où on le découvre pour la première fois, qu'il soit figuratif ou abstrait d'ailleurs, ça nous coupe le sifflet, ça ne parle pas. Et j'ai toujours pensé que le langage était enrichi par le fait qu'il devait affronter ce silence et essayer de comprendre, voilà, etc. Et repartir, voilà. Ça, j'ai toujours pensé ça. Et la photographie, évidemment, aussi, d'une certaine façon, on pourrait dire, malgré l'immensité de son usage, le fait qu'elle est tellement répandue, etc., malgré tout, si on est attentif à une image, à une photographie, elle est, d'une certaine façon, encore plus silencieuse. Étant à peine matérielle, elle est matérielle, mais à peine matérielle, elle est encore plus silencieuse que la peinture. Et donc, première qualité des images, ça, et la deuxième grande qualité, alors la stupéfiante dans le cas de la photo, et c'est directement lié à ce silence, c'est l'expérience du temps que la photographie nous propose. Puisque toute photographie nous propose une expérience que nous ne pouvons pas avoir. C'est extraordinaire d'être confronté à des images qui nous confrontent à quelque chose qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre l'immobilisation. On est toujours dans un devenir incessant, permanent. De cette manière, le cinéma est beaucoup moins étonnant que la photographie. Puisque, bon, voilà, ça bouge, le cow-boy, etc. Et, enfin, il y a autre chose que les cow-boys au cinéma. Mais quand même, voilà. Tandis que brusquement, le même cow-boy, dans une photographie, il reste comme ça pour l'éternité, d'une certaine manière. Et cette possibilité de coupe temporelle qu'il y a dans la photo, elle est littéralement extraordinaire, et elle a une charge philosophique que souvent on évacue, puisqu'on est tellement habitué, on prend des photos plus vite qu'on respire. Tiens, où j'ai mis mon truc. Il est là dans ma poche. Oui, on prend des photos avec son téléphone, c'est absurde si on y pense. Ah, pof, pof. Et
Et puis on produit des images incroyables. On produit des images, par exemple, avec ces outils-là. On peut, très souvent, ce qui me fascine, c'est qu'on prend une photo, puis on la regarde, elle ne nous plaît pas. Et hop, on l'enlève. Et cette image, normalement qui a un caractère d'image, c'est-à-dire elle a fait la même coupe que toute image dans le temps, c'est-à-dire elle s'est inscrite dans une espèce d'éternité, elle a une éternité de 4 secondes en fait. Hein, puisque hop, on n'en veut pas, elle part, on appuie sur poubelle, etc. Mais ce geste qu'on fait avec ça, on ne peut justement pas le faire avec tout ce qui est venu s'inscrire et puis tout ce qui est fini dans des livres, etc. Et il se trouve que Thibaut Cuisset, donc ce photographe, donc, il procédait par ce qu'il appelle des campagnes. C'est pour ça que le livre s'appelle Campagne japonaise. Ça joue sur les mots, c'est à la fois à la campagne au Japon, mais c'est campagne au sens où Claude Monet employait ce mot. Monet disait je fais une campagne de telle ou telle région, je fais une campagne à Belle-Île, je fais une campagne une campagne militaire, une campagne de peinture. Et donc cette campagne, il procédait comme ça, et à chaque fois, donc je vous ai raconté l'histoire de l'Abouliadis, mais à chaque fois, donc, il essayait d'intervenir le moins possible. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de l'expérience de ce qu'il y a de passif dans la photographie, c'est-à-dire de faire que véritablement ce soit une pure et simple déposition de la lumière sur voilà, avec des techniques, il travaillait à la chambre, etc. Tout ça, après, pour les amateurs de photographie, c'est très précis, mais simplement, il obtient, disons, parmi les photographes, il obtenait, malheureusement, je dois parler au passé, il obtenait justement une quantité de silence plus grande que la plupart de ses collègues et camarades. Et devant le paysage, il ne photographiait que le paysage et pratiquement jamais avec des gens dedans. À l'occasion, il l'a fait, mais très peu. Et à chaque fois, il y a une incroyable qualité. Et par rapport à justement ce qu'on disait aussi sur l'insignifiant, etc., évidemment que si vous photographiez le temple de Yoyogi avec une fille habillée en geisha devant, il y a marqué Japon, hein, c'est clair. Mais on ne va pas faire l'effort mental on ne va pas voir le Japon, on va voir un signe Japon. Tandis que devant des photos comme ça, hein, alors évidemment, on me dirait, mais moi j'ai vu la même chose en Sicile. Sans doute est-ce possible. Mais si vous regardez le livre, à la fin, vous êtes vraiment au Japon. Et cette image-là, c'est celle-là que tu as donnée ? Oui. Voilà. Celle-là, bon, elle est incroyablement japonaise. Et celle-là, je la connais bien puisque j'en ai un tirage à la maison. Et c'est juste des routes, hein, dans des rizières. Alors d'accord, c'est des rizières, c'est pas des champs de blé. Mais quand même, il y a une précision, quoi, et c'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure, comme quand on dit je touche framboise, toc, lui il touchait comme ça, là il touchait Japon à chaque... Et il avait cette qualité extraordinaire, et comme beaucoup de grands poètes de l'image, il parlait pas bien, il savait pas bien expliquer ce qu'il faisait, mais c'était quelqu'un de tout à fait formidable, tout à fait merveilleux, voilà. Et un gros livre est en préparation avec ces photographies françaises qui doit sortir dans 1 an, un peu, en 6 mois, 1 an, je sais pas. Voilà. Il n'y a jamais de questions de toute façon. J'ai l'habitude. Je terrorise tout le monde. Voilà. Si, Gaël, tu veux poser une question ? Oui. Vous parliez des hommes qui nomment les choses. Et ce qui nommer permet de toucher le monde à l'endroit où on a nommé les choses. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du pouvoir, qui utilisent des mots pour une fonction qui est à côté du sens de ce mot. Oui. Enfin, on va dire, voilà, grosso modo, le marketing et la politique sont assez forts dans le domaine. Et est-ce que, quelque part, comment on peut faire face à ça ? Est-ce qu'il faut rester quelque part, les laisser tranquilles ? Comment on peut faire pour les laisser tranquilles, ces mots, pour que le sens puisse reprendre un peu de... Enfin... Oui.
Non, il y a des mots presque... Non, c'est vrai, il y a des mots qui sont presque devenus inutilisables à force d'avoir été mâchouillés, crachouillés, rebattus, etc. En plus, plus les mots sont abstraits comme ça, plus peuvent être employés. Si on dit le mot liberté, deux personnes qui pensent exactement le contraire et qui sont prêtes à se foutre dessus vont dire que chacune d'entre elles, elle sait ce qu'est la liberté, etc. Donc c'est des mots, c'est très très difficile. Après, ça n'enlève pas la qualité philosophique de l'idée de liberté. Mais l'idée de liberté, elle doit échapper à l'assignation à résidence dans tel ou tel secteur du monde. Après, pour ça, c'est très très difficile. Moi, ce que je pense, c'est-à-dire que le travail d'écrivain, hein, ça, je pense ça, c'est véritablement d'essayer, dans toute la mesure du possible, de travailler dans le langage et avec lui et sur lui, de telle manière qu'on puisse faire que les mots soient les plus utilisables possibles. Parce que ce qui est magnifique du langage, c'est-à-dire ça nous est légué, on n'invente pas le langage dans lequel on tombe, et on le comprend encore mieux quand on apprend une langue étrangère. Ah merde, ils ont tout, ils en ont autant que nous, quoi. Et c'est extraordinaire à chaque fois, et chaque mot qu'on apprend dans la langue étrangère, c'est un peu comme un goût, quoi, et c'est formidable. Mais le langage, en même temps, dont on hérite, Mallarmé, c'est le seul point où je crois il se trompe gravement, c'est quand il dit les langues imparfaites en cela que plusieurs. Il dit ça dans sa manière précise à lui de parler. Mais non, c'est merveilleux qu'il y ait toutes ces langues. L'idée de Babel et l'idée d'Espéranto sont des idées catastrophiques. C'est vraiment là, ça serait du totalitarisme, si tous les hommes n'avaient qu'une seule langue. Heureusement, ils en ont plein. Ils en ont plein, et chacune de ces langues résulte d'un travail millénaire fait par une communauté donnée qui s'est élargie, qui a été envahie, qui a été ceci. Il y a toute une histoire. Chaque mot véhicule des milliers d'années de fréquentation du monde. Hein. Et quand je vous disais papillon tout à l'heure, qui n'est pas le même, et c'est pareil pour tous les mots. Et on le sait bien, il y a des cas de figure pour lesquels c'est plus frappant. Par exemple, on se moquait autrefois de peuples différents qui n'ont pas de mots génériques. Hein. Par exemple, pour revenir au Kenya, les Maasai, qui sont des éleveurs nomades, ils n'ont pas de mots, qui vivent quotidiennement avec des troupeaux, ils n'ont pas de mots qui disent vache. Ça n'existe pas. Mais ils en ont 30. La vache de profil n'est pas désignée comme la vache de face, qui est comme la vache de trois quarts. La vache qui vient comme ci n'est pas désignée comme la vache comme ça. C'est d'une précision absolument incroyable, parce qu'ils sont dedans. Et pareil, l'autre cas qui est connu de tous les linguistes et cités, c'est les Inuits avec la glace. Comme ils vivent là-dedans, s'ils ont que le mot glace, ils meurent. Il faut des mots qui disent que la glace est friable, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, qu'elle est tombée, qu'elle s'est formée à tel mois de l'année, etc. Donc ils ont une infinité voilà. Et cette friabilité du vocabulaire inuit de la glace, elle nous raconte quelque chose. Elle dit voilà, leur langage, c'est le récit de leur expérience de chasseurs-cueilleurs. Et nous qui ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, les mots que nous utilisons sont aussi le récit d'une expérience millénaire. Et alors là, toutes les dormances des comportements de nos ancêtres passés sont présentes dans le langage. C'est pour ça que les mots devraient être utilisés avec énormément de soin, énormément d'égards, énormément de précautions. Et bien entendu que quantité de gens dans les médias, dans le monde politique et partout utilisent les mots n'importe comment en bousilleurs. Ça ne veut pas dire que l'usage du langage doit être aristocratique et réservé, comme ça, à une élite, soi-disant, de petits écrivains qui mettent des gants pour employer les mots. Absolument pas. La notion fondamentale là, c'est une notion que la linguistique moderne a approchée tardivement d'ailleurs, c'est la notion de situation de langage. Le langage, c'est pas la langue parlée, la langue écrite et basta. Ce sont des situations de langage. Par exemple, là, en ce moment, on est dans une situation de langage précise qui est la conférence. Il y a un mec qui parle, puis les autres l'écoutent, etc. Et comme vous le remarquez, cette situation de langage détermine un espace, une spatialité. Hein. Et par exemple, la table, c'est un objet qui résulte
d'une situation de langage qui est la conversation, le partage de la nourriture, d'accord, mais aussi des paroles. On va se mettre à table, ça veut dire on va causer. Et le langage est extraordinairement organisateur, bien sûr, de la vie sociale. Et les situations de langage, il n'y a pas de situation de langage qui soit pauvre, mais la situation de langage détermine. Par exemple, il y a une situation de langage qui est humble, qui est très simple. C'est quand on achète du pain, par exemple. On achète du pain, on dit une baguette, voilà, etc. Et l'échange est minimal. Mais en aucun cas, ce que je vous dis ne conduirait à dire que cet échange minimal qu'on va avoir avec la boulangère ou encore moins à la caisse du supermarché, il faut l'éliminer. Non, absolument pas. C'est le langage quotidien et il y a besoin de ça pour que le langage se réalimente sans fin à lui-même. Le langage n'a de sens qu'à être brassé continuellement. Mais justement, il y a des gens des usages du langage qui vont contre le brassage, qui essayent de garer les mots dans des espaces qui seraient ceux de leur vérité. Et l'espace de la vérité où un mot peut trembler véridiquement, c'est l'espace toujours vivant d'une situation de langage imprévisible et réelle, et pas du tout de quelque chose qui est entièrement manipulé, manipulant, préparé. Et évidemment que... Et je ne sais pas, moi, je suis toujours stupéfait qu'il n'y ait pas un homme politique qui comprenne ça. Qui brusquement viendrait dans la télévision, par exemple, en disant qu'il a mal dormi la nuit, et puis il construirait à partir de ça un discours sur la réalité du temps. Non, absolument pas, tout de suite, ils balancent 4 chiffres, 3 insultes, etc. Ils ne sont pas doués, quoi. Et bon, moi, ce que je fais, en l'occurrence, c'est que je ne les écoute plus. Je les écoute plus. Mais alors, donc, peut-être je rate les bons. C'est... Et les usages, là, le tweet et tout ça, j'aime pas le discours antitechnologique, mais en être réduit à subir ça, quoi, comme expression politique, c'est... Quand, je ne sais pas, qu'on soit d'accord ou pas, si on relit un discours de Robespierre ou si on relit Michelet, ou Mendès France, ou De Gaulle d'ailleurs, je ne suis pas gaulliste, mais quand même, ils essayaient de faire des phrases, d'articuler des choses, quoi. Là, on est vraiment... C'est pas ça que tu me demandais, peut-être, mais... Comment faire? Non, mais... Monsieur. Mais déjà, c'est-à-dire, on voit à quel point c'est... Je finis. On voit à quel point c'est... Par exemple, très souvent, on voit les gens dire... Souvent, quand il y a eu les catastrophes, il y a toujours les journalistes là, qui viennent avec leur micro. Alors, et évidemment, les gens ils disent, il n'y a pas de mots pour ça, je ne trouve pas les mots. Et c'est pas juste. C'est-à-dire leur silence, leur expression, leur visage, c'est déjà en parler. Mais on dresse les gens dans l'idée qu'ils ne vont pas savoir dire. C'est faux. Oui. Derrière la table, il y a le tribun, il y a l'homme politique, mais derrière, qui utilise le langage, donc, mais derrière la table, il y a aussi le poète, l'écrivain. La question que je voulais vous poser, c'est quel écart, tout à l'heure on a parlé de seuil, mais est-ce qu'on pourrait employer le mot écart? Quel écart y a-t-il entre cette campagne japonaise, le paysage de cette campagne, et puis, par exemple, la représentation que Friedrich fait des glaces au nord du continent? Quel écart le poète voit-il entre ces deux formes de paysage? Ben là, ce ne serait pas en tant que poète, moi le poète, ce serait en tant que quelqu'un qui a un peu étudié l'histoire de l'art. Là. Déjà, ce n'est pas la même forme d'expression, enfin la même forme d'art, puisque l'un c'est un photographe, l'autre c'est un peintre. Après, il y en a un qui vit à l'époque du romantisme, et Thibaut Cusset, il vivait de nos jours, donc c'est déjà difficile de comparer. Simplement, à partir de ce que je peux dire, moi, c'est que c'est ce qui m'intéresse énormément dans ces images, ben, c'est évidemment d'essayer de comprendre ce qu'elles sont et ce qu'elles cachent aussi, d'une certaine manière. Dans le cas de Friedrich, même si c'est un peintre qu'en effet j'admire, en même temps c'est un peintre extrêmement idéologique, c'est un peintre
sa peinture de paysage est soutenue par une idéologie, y compris nationaliste, qui est très forte. Et il y a une pensée sur la nature, et il y a une pensée sur la nature en tant qu'elle est comme ça dans les pays du Nord, et en tant qu'elle est comme ça en tant qu'allemande, etc. Et ça se voit d'une certaine manière. De ce point de vue, on peut dire qu'une photographie comme Thibaut Cuisset, elle est à l'opposé de cet investissement, disons, sentimental et nationaliste. Et là, il n'y a pas à juger, à dire « oh là là, Friedrich ». Non, ce sont des époques, qui sont très différentes. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que pour nous, poètes ou pas d'ailleurs, ces images, elles sont à disposition d'une certaine manière et elles alimentent notre questionnement. Parce que l'image, elle a cette qualité, photographique en tout cas, elle a cette qualité absolument incroyable. J'ai trouvé cette image, je la cite parce que je la trouve juste. C'est comme un copeau, c'est comme un rabot qui fait un copeau, mais ça n'a rien enlevé au réel. On a un copeau sans que le réel ait été touché. C'est ça une photo. Ah, ben c'est épatant. Et donc on regarde ce copeau, hop, et on essaye de comprendre ce qu'il a attrapé. Et très souvent, d'ailleurs aussi, ce qui est passionnant dans la photographie, c'est ce que Walter Benjamin a appelé l'inconscient optique, c'est que très souvent, et ça avait été remarqué dès le début de l'invention de la photographie par William Fox Talbot, qui est le premier qui a mis au point, c'est Daguerre ici, mais c'est lui qui a mis au point le premier système négatif-positif, donc qui a mis au point la possibilité de reproduire les images à de nombreux exemplaires. Et c'est le premier type qui a eu l'idée de faire un livre de photographie, qui était très artisanal encore, mais il l'a fait. Et il avait remarqué, en regardant ses photos, qu'il y avait plein de choses dans la photo qu'il n'avait pas vues en la prenant. Il prenait la photo comme ça, et le photographe lui-même attrape beaucoup plus qu'il ne pense. Hein. Cette qualité. Alors ça a été dénoncé au début de la photographie, il y a eu toute une réaction des intellectuels notamment, on dit cet art mécanique, etc. Mais bon, peu importe, en tout cas, par d'autres, ça a été vécu comme écriture de la lumière, etc. En tout cas, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, au début de l'après-midi, Rémi Janin a montré ce qu'on voit dans une chambre noire, la chambre noire construite dans les champs, là. Et c'est vrai que quand on est dans une chambre noire, on est dans... Il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, ça devrait y en avoir dans toutes les cours d'école. Mais parce que c'est une expérience du monde qui est absolument, absolument formidable et saisissante, quoi. Et puisqu'on rentre dans un espace entièrement obscur, et puis on voit le réel dédoublé et qui se produit exactement comme un film et qui donne une sensation étrange de ralenti d'ailleurs, alors que ce n'est pas ralenti. C'est totalement silencieux. Et on peut regarder on peut chambre noirisée, si on peut dire, des images relativement lointaines. Et c'est assez extraordinaire, assez vertigineux. Et donc nous, on a la chance d'avoir tout ça, quoi. Et pour ça, moi, je ne marche jamais dans la combine du discours. Maintenant, un intellectuel sur 2, voire 9 sur 10, dit « Oh là là, il y a trop d'images, on est envahi, c'est terrible. » Non, ça ne me gêne pas plus que ça. On en prend une et puis on se met à la regarder, et voilà. Les images, pas forcément les signes. Les signes, par exemple, une tête sur un billet de banque, on ne va pas se mettre à la contempler, par exemple. Elle n'est pas faite pour ça. Madame, il y a 2 questions. Je voulais revenir sur une idée que vous avez développée au départ. Vous m'entendez pas, là c'est mieux. Donc je voulais revenir sur une idée que vous avez développée au départ, qu'on travaillait avec les paysages sur l'existant. Oui. Et je partage complètement, je pense qu'on est tous sur une page blanche. Oui. Donc, quand on est dans le paysage, on travaille avec le paysage. Et néanmoins, il y a quelques exemples, comme par exemple le jardin de Versailles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a fait quelque part un peu tabula rasa du paysage.
et qui est devenu quelque chose. Oui. Donc ça m'interpelle toujours, en fait, ces lieux qui, quelque part, qui n'ont pas, enfin, en tout cas, qui ont effacé l'existant, Oui. finalement, qui ont apporté quelque chose de nouveau. Oui, je comprends très bien ce que vous dites, et vous ne serez pas étonné en entendant que je n'aime pas du tout Versailles, Ouais. mais vraiment pas du tout. Mais je reconnais, ça ne veut pas dire, je reconnais la grandeur du geste, même la beauté. C'est pas, je n'aime pas cette beauté. Voilà. Et pour être plus précis, là-dedans, c'est justement, par exemple, je trouve dans le livre de dépaysement, par un moment donné, je fais quasiment l'éloge du pont du Gard. On ne peut pas dire que les Romains étaient une bande de joyeuderies, amis du peuple. Non, voilà. J'étais de froids calculateurs, d'excellents ingénieurs, obsédés c'était des paysans géomètres, d'une certaine manière, et conquérants, etc., avec tout ce que ça peut avoir de ridicule et de très grand, les deux. Mais il se trouve qu'ils ont un rapport à l'eau, en général, que ce soit à Rome d'ailleurs, ou partout où ils allaient, un rapport à l'eau qui est très étonnant et qui les a conduits à être attentifs. Voilà. Et quand on regarde comment est fait le pont du Gard, il faut être extraordinairement attentif. Je ne sais plus, dans le livre, je n'ai plus les chiffres à l'esprit, mais la pente qui conduit l'eau du pont du Gard, de derrière le pont du Gard, de là où elle vient, jusqu'au collecteur qui est dans la ville de Nîmes, sur une distance relativement longue, au nom de laquelle on a fait franchir cette chose-là, en construisant ce pont, etc. Et il y a là un rapport au paysage qui fait qu'on a dû le regarder d'une manière absolument, avec une précision presque incompréhensible, sans les outils, disons, scientifiques, je ne sais pas quel compteur, machin, etc. Ils ont arrivé, parce que la pente est extraordinairement faible, et l'eau, elle s'écoule, elle arrive dans le Castella, je ne sais plus les noms, qu'on peut toujours voir dans Nîmes, et puis elle redistribuait l'eau en ville, quoi. Donc un système de distribution de l'eau d'une perfection technique absolument incroyable, et le pont lui-même, comme objet d'architecture, s'inscrivant dans ce paysage d'une manière absolument incroyable, avec le dégradé des arches de plus en plus petites, et au fur et à mesure qu'elles sont plus petites, elles sont plus nombreuses. C'est véritablement comme une composition musicale. C'est de la musique en architecture, avec 4 grandes basses en bas, après les plus petites, et puis comme ça. Et puis tout ça pour un petit filet d'eau qui court en haut. Il y a un plaisir architectonique d'avoir fait ça qui est incroyable. Et moi, je réagis à ça avec, au-delà du fait que c'est de là depuis 2000 ans, etc., qui est un peu épatant, c'est vrai, mais je réagis à ça comme devant une œuvre musicale dont la caisse de résonance, l'archet est humain, mais la caisse de résonance, c'est le paysage. Et donc, ça m'intéresse beaucoup plus, ça me touche beaucoup plus que un monde qui a voulu être intégralement humain, ou du moins régulé par une loi humaine d'organisation, etc. Qui est ce que Versailles a essayé et a réussi d'une certaine manière. Mais en tout cas, je m'y sens très mal. C'est même pas que j'aime pas ça, je m'y sens très mal. Je m'y sens dragonisable à la seconde, quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est ça aussi, Versailles, il ne faut pas rêver. Et c'est la chose de France qui se vend le mieux. Il faut que vous sachiez que la ville de Pyongyang, dont on entend assez souvent parler, mais personne à part voir 4 types avec des casquettes, là, comme ça, on ne se représente pas. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'entendre un exposé par quelqu'un qui connaissait bien Pyongyang, et tout Pyongyang a été dessiné par des gens qui s'inspirent du classicisme français, tracer les lignes droites dans le paysage, qui relient des monuments symboliques entre eux, et le reste, on s'en fout à la limite. Et après qu'il y ait une prestance de Versailles, une qualité de Versailles, et même, disons, une musicalité, etc., je déteste tout, hein. Mais bon,
à Versailles. Mais je reconnais ça, voilà, Lully, tout ça. Mais disons, la mauvaise influence que ça a eue sur la jeunesse, c'est incroyable, quoi. Un crétin comme Ceausescu, il n'avait que ça à l'esprit. Il a bousillé une ville entière, magnifique. Il a bousillé une ville magnifique pour avoir quelque chose qui ressemblait à ça. Hein. Et moi, je trouve ça absolument, absolument terrifiant. Et donc, je prends l'exemple du pont du Gard. C'était mieux parce que c'est aussi des militaires, les Romains. Mais évidemment, j'aurais pu prendre des exemples japonais, les exemples des jardins japonais, qui avec 17 cailloux, du sable et 4 murs, arrivent à produire une image du monde dont la résonance est quand même infinie. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus étonnant, quoi. Voilà. Oui. Mais vous avez raison, il y a des hypothèses comme ça d'un triomphe. Bon, c'est compliqué parce qu'en même temps la symétrie c'est quelque chose d'assez réflexe, un réflexe presque animal. C'est le plus simple, quoi. On est tous organisés, tous les grands corps vivants sont organisés symétriquement. Donc on peut dire de quelqu'un qui est organisé symétriquement, il produit un jardin totalement symétrique, on peut dire il n'a pas décollé, quoi. Voilà. T'aimes pas Versailles? Non, pas du tout, non. Non, vraiment pas. Ni Louis XIV. Non, mais on l'a déjà. Il est épinglé aujourd'hui. On a déjà. Il est versaillais, quoi. Hein? Non, mais. Voilà. Peut-être une dernière question. Je ne me rends pas compte de l'heure, moi. Je sais pas. Peut-être une dernière, non? Tu as le temps? On peut une dernière question? Oh, oui, moi, toute la nuit. Hein. Ça va pas te dragoniser, là. Non, c'était pour rebondir par rapport à la question que tu as posée, monsieur, précédemment et à ta réponse. Ce qui était très belle, d'ailleurs, sur cette idée de la photographie comme un copeau, comme une coupe, on va dire, dans le réel et dans le paysage. Si j'ai bien suivi, si tu veux, moi, c'est une interrogation que je me pose, donc que j'ai envie de partager avec toi. C'est-à-dire que le paysage serait murmure, bruissement, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le mouvement, dans la durée, et en même temps avec une sorte de discrétion, on va dire. Et puis de l'autre côté, on a la photographie qui vient comme une coupe, effectivement, comme tu l'as dit. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, si tu veux, c'est d'essayer de penser qu'est-ce qui nous touche et nous intrigue dans la photographie, et notamment dans son suspens. Si on accepte, alors c'est compliqué, mais le côté métaphysique du suspens, ou le côté mémoriel du suspens. C'est-à-dire, pourquoi pourquoi on est touché par ce suspens, en fait? Au-delà de ce qu'on peut y découvrir, de ce qui n'y était pas, enfin, qu'on n'a pas vu dans le réel, au-delà de cette métaphysique, c'est-à-dire le suspens qui serait, en gros, la question de la mort, et on est plus chez Barthes, ou au-delà du côté mémoriel. Parce qu'on est touché par ce suspens, c'est-à-dire ces images fixes, quoi. Et je voulais savoir, toi, comment... Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire, déjà j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la quantité de silence que produit ce suspens. Et c'est comme si le fait que ce qui est structurellement l'image, c'est-à-dire que l'image est muette, était renforcé d'une certaine manière. On peut dire ça. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est venu seulement avec le cinéma, ce qu'on appelle l'arrêt sur image. Le film se déroule, hop, à un moment il s'arrête. Et ça donne physiquement une sensation de se casser la figure. Le temps ne passe plus. Bien sûr qu'il continue de passer, mais l'image est arrêtée, elle s'arrête. Et à ce moment-là se produit quelque chose d'autre. Souvent, ça a été utilisé comme fin du film, quoi. Alors, hop, on arrête avec ça. Mais il y avait un très très beau film. Je crois que ça s'appelait Tulane Blacktop pour les cinéphiles. Et là, je n'avais plus me rappeler du nom du cinéaste.
c'est un Américain qui a filmé un western qui a été assimilé au cinéma expérimental. Et puis après, il a filmé un film, un road movie, comme on dit, où c'est deux gars américains comme ça, un peu aventuriers, qui vont dans les villages, les villages à l'américaine, dans les régions de l'Ouest, comme ça, et qui provoquent les gars du village pour faire des courses de bagnole. Parce qu'eux, ils vont plus vite, etc. Et à la dernière, et c'est un film un road movie assez destroy et très beau, avec des très beaux plans de paysages, etc. Je m'en souviens, il y a longtemps j'ai vu ça, mais ce que je voulais dire, c'est la dernière image, on est en voiture, elle va très très vite dans le désert comme ça, et au lieu qu'il y ait un plan de coupe ou un arrêt sur image, la pellicule se met à brûler. Et là, on est dans la mort. Là, il y a quelque chose. Or, l'arrêt sur image ne produit pas ça. Il produit brusquement voilà, c'est drôle, ça me vient, voilà. Je disais pour la mémoire tout à l'heure, voilà, ça me revient. Il y a une rue à Orvieto, en Italie, qui s'appelle Via Balcone de Vita, la rue du balcon sur la vie. Et bien c'est ça. L'image, à ce moment-là, gratis, on a un balcon sur la vie qui est offert. Hein, voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce balcon, sinon s'y tenir, quoi. Je crois que c'est ça. Et ce suspens, évidemment, il est sans durée. Personne ne reste des heures et des heures et des heures devant une photo. Mais pour dire les choses, c'est aussi relié à ce que je racontais avant de l'inconscient optique. Et bon, il y a un film, alors magnifique, c'est un grand film, vraiment, plus j'y pense, c'est le Blow-up de Antonioni. Et puisque justement, c'est un film qui raconte un épisode dans la vie d'un photographe qui se met à voir dans les photographies que sans faire exprès, il a photographié un meurtre. Et tout ce qu'on disait avant, le visible, le caché, etc., c'est dedans, là. Il a grandi, ça se dilue. Enfin, c'est un film absolument formidable, quoi. Et là, on est en plein dans cette histoire, justement, le suspens est beaucoup plus riche que prévu, quoi. C'est ça que raconte ce film. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à moi de vous remercier de votre gentillesse, patience, etc. Et puis de remercier toi et puis tous ceux d'ici, là, qui organisent cette chose assez invraisemblable de se retrouver dans ce bel endroit, qui est un peu comme un balcon aussi. Voilà. Merci.